Merci beaucoup à tous les quatre pour la qualité des interventions et la complémentarité aussi. J'imagine que la salle fourmille de questions. Donc si vous avez des interrogations, vous souhaitez revenir sur certains projets, n'hésitez pas, c'est le moment. Bonjour, déjà merci pour votre intervention, enfin pour vos interventions, excusez-moi. J'aurais aimé savoir le ratio à peu près prix mètre carré pour des projets que vous nous avez montrés. On ne doit pas être tout à fait sur les mêmes, je sais pas. Sur les deux projets, alors nous, les deux que j'ai montrés, pour répondre en premier, le premier a été l'ensemble des marchés, parce que c'est important de préciser l'année, l'ensemble des marchés a été signé été 2020, ça a débordé un peu. C'est un projet qui est sorti, il y avait pas mal d'autoconstruction aussi, c'est important à préciser. On le sort à 1 800 € du mètre carré. Pour le deuxième, on est plutôt sur des marchés qui ont été signés maintenant en juillet 2022 en fait. Et on est plutôt aux alentours de 2000. Alors moi j'ai pas les chiffres en tête, donc je vais être honnête. Après, on va être nettement au-dessus. Pour plusieurs raisons. Le petit projet par exemple du comble aménagé, on crée très peu de surface. C'est-à-dire comme on est assez bas sur toute une partie de l'espace, c'est de la surface qu'on crée, mais qui quelque part dans votre permis de construire n'est pas comptabilisée, mais qu'on rénove malgré tout. Donc en fait, ça plus la complexité d'accès, plus tout ça, donc on est forcément sur un prix au mètre carré qui est assez que j'ai pas en tête, mais qui sera pas représentatif si vous voulez d'une maison neuve. Pour la maison, on va prendre le cas du dernier projet que j'ai présenté, qui est une maison en bois. Donc là, on est sur une construction neuve. On est sur une maison de 150 mètres carrés, habitable. On a un budget tout compris TTC. Donc là, je pense que, encore une fois, le comparatif va pas être exactement parce que François parle des prix travaux, hors taxe. Moi, je vous parle d'un prix global, donc compris mission d'architecte, compris taxe de permis de construire, TTC, donc compris les 20%. On est sur 450 000 €. Pour 150 mètres carrés. Donc après, je vous laisse faire les ratios, mais c'est aussi je le dis en toute transparence, mais c'est aussi la difficulté de parler de chiffres, c'est-à-dire que on a souvent des chiffres hors taxes sur une rénovation, on va être sans doute sur des TVA moins élevés que sur du neuf. Donc voilà, c'est pour ça que je vous mets un peu en garde là-dessus. Nous aujourd'hui, on est sur les projets, on est quand même généralement à 2 500 €, 3 000 € hors taxe du mètre carré. Je vous le cache pas, c'est-à-dire que le contexte faisant que on a du mal à faire en dessous sur des constructions neuves. Et si nous on arrive un peu à moins, c'est qu'effectivement on intègre pas mal on laisse la possibilité de faire pas mal d'autoconstruction dans le projet qu'on peut accompagner. Ça permet de réduire les coûts, c'est pas magique non plus, hein. On ne réduit pas de beaucoup, mais en tout cas ça permet aussi d'atteindre des ratios un peu plus bas aujourd'hui dans ce contexte-là. Et donc là, vous parlez d'autoconstruction. Comment vous arrivez à l'intégrer en fait dans les travaux? Parce que là, ce dont vous nous avez parlé, c'était quand même de l'isolation, entre guillemets, je suis désolée de dire ça comme ça, mais comment vous arrivez à l'intégrer au planning des travaux, à comment faire en sorte que les uns ne se marchent pas sur les autres, etc. À quel moment le particulier intervient, quoi? Alors on s'éloigne un peu du bois et en même temps pas tant que ça, mais ça va être propre à chacun, la méthodologie liée à ça. Nous, à l'atelier, on va considérer qu'on distingue bien ce qui est de l'ordre de l'étanchéité à l'air, côté intérieur, à l'étanchéité à l'eau. Tout ce qui est étanchéité à l'air, étanchéité à l'eau et ce qui se passe entre, chez nous, ce sera jamais de l'autoconstruction. Voilà. Après, tout ce qui est de l'ordre du parement, que ce soit extérieur ou intérieur, même si maintenant on a un peu fermé la porte à l'extérieur, parce que ça pose un certain nombre de questions. Mais en tout cas, on va laisser la possibilité de le faire, sous condition que ce soit bien anticipé et bien prévu avant. Et les interfaces, une fois qu'on a fait l'étanchéité à l'eau et à l'air, elles sont un petit peu moindres dans le sens où ça va surtout se passer au niveau des réseaux. Mais après cela, selon la part d'autoconstruction qu'il peut y avoir, effectivement, c'est une gestion à prévoir. Voilà. Bonjour, j'ai plusieurs questions. La première, c'est pour Fibois. Je pense qu'en tant que maître d'œuvre, on est tous à peu près d'accord et sensibles sur ce que vous avez défendu. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une sensibilisation qui est faite auprès, certes, des maîtres d'ouvrage, mais aussi bureau de contrôle et aussi un travail qui est fait avec le CSTB sur l'évolution des règles et des DTU, puisque certes, certains se sont
nous a peut-être libérés, mais d'autres sur le bois, sur la paille, deviennent de plus en plus contraignantes. Ça, c'est ma première question. Voilà. Alors, quand vous parlez de maître d'ouvrage, vous parlez de quel type de maître d'ouvrage? Maître d'ouvrage public? Alors, j'imagine que Fibois travaille avec tous. Moi, je travaille plus avec des privés. Oui. Je pense que ça... Alors la sensibilisation, nous on en fait beaucoup plutôt sur les maîtres d'ouvrage publics ou privés, mais plutôt hors particulier. C'est vrai qu'on est très peu présent auprès des particuliers, hein, c'est comme ça. C'est vrai qu'en fonction des maîtres d'ouvrage, que ce soit un promoteur, un bailleur social, une grande collectivité, une petite collectivité, en fait l'approche et l'accompagnement ne va pas être le même. Donc c'est difficile de répondre et les besoins ne vont pas être le même. Je vous parlais de Nantes Métropole tout à l'heure. Nantes Métropole, c'est un gros maître d'ouvrage. Ils construisent couramment, constamment. Donc en interne, ils se dotent aussi de compétences, donc ils prennent le temps de se former, ce qui n'est pas le cas d'une collectivité, d'une petite ville, une commune rurale, qui n'aura peut-être pas le temps de se former au bois parce qu'ils ont plein de sujets à traiter. Donc c'est assez délicat de répondre, mais globalement, la tendance, elle est quand même vers un besoin d'accompagnement très fort vers ces gros maîtres d'ouvrage. Il y a 5 ans, il y a 6 ans, on n'avait pas, par exemple, de promoteurs qui adhéraient à Fibois. Et aujourd'hui, on a entre 20 et 25 promoteurs qui adhèrent à Fibois, donc, parce qu'ils sentent que le vent est en train de tourner. Donc ils le font aussi peut-être par nécessité plus que par volontarisme. Bon, ça c'est comme ça. Les bailleurs, ça a toujours été le cas. Ils sont toujours intéressés au bois et aujourd'hui, ils s'y intéressent sous 2 aspects. C'est la rénovation thermique et c'est comment massifier la réno à l'échelle de grands programmes HLM. D'ailleurs, vous avez en ce moment pas mal de chantiers, en tout cas 2 chantiers qui commencent à démarrer de rénovation thermique par isolation thermique par l'extérieur préfabriqué. Donc en fait, c'est du mur ossature bois préfabriqué qui vient en mur manteau sur du bâti existant. Et aussi, il s'intéresse à un autre sujet qui a été pas mal évoqué, c'est la surélévation. Vous avez par exemple les 2 plus gros bailleurs sociaux de la région, Podelia et Nantes Métropole Habitat, ont chacun fait une étude de potentiel de surélévation sur la totalité de leur parc immobilier, parce qu'ils se disent aujourd'hui, à cause de la zéro artificialisation nette, faut le dire doucement en fait. Je ne sais pas si j'ai dit correctement, mais en fait, tous ces gros constructeurs en fait, et tous ceux qui gèrent et où il y a des gros besoins en logement, les bailleurs en premier lieu se disent on va avoir des difficultés à trouver du foncier, aussi nous en tant que bailleurs. Et vous avez à peu près 20 000 familles qui sont en demande de logement sur Nantes Métropole, qui n'ont pas de réponse aujourd'hui. Donc comment trouver du foncier? Et une des réponses, c'est d'aller chercher du foncier sur les toits. Donc effectivement, il y a des accompagnements spécifiques. Et pour ne pas être trop long, sur les autres sujets que vous avez évoqués, sur la question du CSTB, du Saint-Crocin CSTB, sur l'évolution des réglementations, aujourd'hui, vous avez une réglementation qui domine toutes les autres, c'est l'incendie. Parce que ça touche à la sécurité. Et on voit effectivement que le bois, les matériaux biosourcés s'intègrent de plus en plus dans des grands bâtiments. Alors, je ne sais pas si ça va concerner la totalité du public aujourd'hui, mais là, on sort un petit peu du contexte de la maison individuelle, où il n'y a pas cette contrainte incendie. Mais quand vous faites des grands bâtiments comme ceux d'à côté qui sont en chantier, la contrainte incendie est très forte. Et là, actuellement, on a une révision très profonde de la réglementation incendie pour intégrer les matériaux combustibles, dont ça veut dire sous-entendu le bois et les biosourcés. Et fort à penser qu'ils risquent d'avoir des contraintes très fortes, plus fortes même qu'avant. Et sans doute que c'est là-dessus qu'il va falloir œuvrer pour faire en sorte que les matériaux biosourcés soient encore demain bien positionnés. Je pense qu'on est en train de se prendre un petit peu le revers de la médaille environnementale, à savoir que sur l'environnemental, on a réussi les filières biosourcées à tirer profit justement de cette RE 2020. Et là, je ne vais pas faire de rumeurs ou de choses comme ça, mais je sens un espèce de lobbying venant sur le sujet incendie pour aller sur justement une réponse face à cette obligation environnementale, pour contrecarrer l'obligation environnementale. Donc le sujet des DTUS que vous avez évoqué, effectivement, on a des problématiques aussi de compatibilité. Alors ça rejoint la discussion qu'on avait eue avec la Samoa, l'aménageur de l'île de Nantes,
ou sur les opérations qui vont arriver sur le quartier République, il y a ces sujets de l'incendie et il y a aussi les sujets des référentiels disponibles pour construire ces bâtiments. Comment on fait en sorte d'avoir une compatibilité de référentiels entre d'un côté le saturbois et l'isolation paille que vous avez cité. Par exemple, si on prend le référentiel aujourd'hui normatif de la paille, c'est des règles professionnelles qui disent simplement qu'on peut monter jusqu'à R+2. Sauf que les bâtiments qu'on construit à côté, c'est pas du R+2. Et on a des prescriptions sur de l'isolation paille. Donc il faut accompagner ces matériaux pour faire évoluer, élargir les domaines d'emploi, mais je ne vais pas trop là dans le détail parce que je ne sais pas si je risque de perdre peut-être certaines personnes sur ces sujets, mais il y a effectivement un gros sujet sur vraiment l'élargissement des domaines d'emploi, parce que en fait, l'innovation va plus vite que la réglementation. Et sur les DTU, en fait, on a des délais de révision qui sont trop longs. En fait, ça, c'est un peu la bureaucratie française qu'on retrouve aussi dans le bâtiment. Et ça met beaucoup de temps. Et ces révisions vont moins vite que ce que demande le marché. Donc voilà, moi j'essaie de ne pas être trop long et trop dans le détail parce qu'on pourrait vite y passer des heures sur ce sujet. Mais en tout cas, dans les instances de la filière, on y travaille énormément parce qu'on sait que c'est déterminant si on veut pouvoir prescrire ces matériaux dans ces bâtiments. J'espère que je ne vous ai pas perdu ou que j'étais hors sujet, mais je ne sais pas si j'ai répondu aussi aux questions. Merci. J'avais juste une deuxième question qui va un peu dans le sens, mais là c'est plus aux architectes. Est-ce que vous avez essayé, notamment sur la construction neuve ou sur d'autres projets que se présenter ce soir, mais de confronter vos réalisations à la RE 2020? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des choses finalement que vous avez faites que vous ne pouvez plus faire? Et surtout, en termes sur le plan énergétique, chauffage, quels sont les types de chauffage qui sont plutôt utilisés dans vos réalisations? Vous en avez un petit peu parlé. Alors sur la Réno, du coup, la RE 2020 pour le moment. Et c'est rentré quand même en vigueur, donc il y a quand même quelques sujets là-dessus. Sur les deux projets qu'on a vus, c'est chauffage principal en poêle. C'est souvent ce qui rentre le plus facilement dans les calculs. Pour répondre à la question de est-ce qu'il y aurait des choses qui changeraient, probablement que oui. Et je pense notamment aujourd'hui à la question des degrés-heure avec la problématique du confort d'été. Ça oblige, nous on n'est pas très friands de ça, des occultations extérieures un peu rapportées. Disons que si on en fait, on aime bien les intégrer dans une conception globale, ce qui du coup rajoute aussi des problématiques de budget. Sur les projets qu'on a présentés ici, il y aurait des sujets sur le degré, le DH qui ne passerait pas forcément à la RE 2020, ce qui n'empêche pas qu'on l'a quand même pensé, c'est-à-dire qu'il y a des choses de manière assez low-tech qui peuvent se régler une fois que le projet est livré, si vraiment cette question de confort d'été pose problème. On a un projet plusieurs en cours, on a un qui est soumis à la RE 2020 sur du neuf. Effectivement, on a bien vu que c'était la question de l'occultation extérieure qui rentre en ligne de compte, notamment. Il y a d'autres sujets, mais c'est par rapport à ce qu'on a montré là, ça serait notre amélioration à avoir. Parce que finalement, après tous les complexes de murs qu'on a développés, on est plutôt bon, que ce soit sur l'indice carbone ou sur la partie biosourcée. Ouais, pour compléter, nous, effectivement, alors sur les petits projets, je pense, enfin sur les petits projets de rénovation, de compte, tout ça, je pense que c'est un peu anecdotique entre guillemets, mais sur les maisons individuelles, effectivement, comme disait François, en termes de complexe de murs et de façades, aujourd'hui, on est sur des maisons, enfin en tout cas la maison que je vous ai présentée, elle est toute en bois, donc on n'a pas vraiment de soucis. L'un des soucis qu'on peut avoir sur l'habitat individuel, c'est que les normes devenant de plus en plus exigeantes, on a besoin de plus en plus presque d'isolation. C'est-à-dire que là où il y a quelques années, on pouvait faire un mur à ossature bois simple avec une isolation répartie, aujourd'hui on complète ça avec un complément d'isolation extérieure et parfois un complément d'isolation intérieure. Et en fait, le coût de la réalisation augmente du fait de la norme. Pas du fait de la conception architecturale, mais du fait de la norme. Donc en fait, on a plus d'exigences, donc ça peut être une des contraintes qu'on a aujourd'hui. Et enfin, nous, en tout cas, on en a été témoins sur les 2 dernières années, là, des projets qui se sont arrêtés, parce que les budgets suivent plus. En fait, les gens, effectivement, viennent nous voir avec des budgets qui ont 2 ou 3 ans en tête, ce qui n'est pas si vieux, mais en fait, entre-temps, on a pris la guerre en Ukraine, on a pris l'inflation, on a pris le Covid, et on a pris la RE 2020. Et en fait, on a un décalage de spectre. Ça fait beaucoup de choses, je suis désolé. Mais du coup, on a un décalage de spectre, ce qui fait que c'est des fois compliqué sur des petits projets ou sur des petits budgets. Voilà, après, nous, effectivement, mode de chauffage, la maison, c'est un poêle.
voilà, on est aussi partisans de, comme disait François tout à l'heure dans sa présentation, de réinterroger un peu nos façons de vivre. C'est-à-dire nous, on fait pas des maisons à 22 degrés toute l'année, tout le temps. On fait des maisons quand vous avez froid, vous mettez un pull ou vous allumez le poêle. Mais enfin, c'est un peu le bon sens et je pense qu'on y revient de plus en plus, donc ça rassure. Mais c'est vrai qu'on a passé quand même les dernières années à avoir beaucoup d'équipements techniques très élaborés, très complexes et très coûteux en énergie, en espace, de double flux, de choses comme ça. Et on en revient un peu, heureusement. Et je pense que nous, dans les projets qu'on présente, c'est pas vraiment le sujet. Voilà. Et puis après, je sais pas, je me suis un peu perdu dans ma réflexion. Oui, justement, sur la question du confort et de ces changements un peu de paradigme, comment vous arrivez à le vendre à vos clients? Enfin, sur quel sujet vous... Je pense qu'il y a des choses qui, dans la réflexion, finissent par se comprendre. Enfin, je pense qu'il y a une part aussi assez naturelle en fait dans la façon de vivre et de pas forcément être soumis à des équipements techniques qui sont assez rapidement, je pense, pris en compte par les gens. Comme disait François, je pense qu'il y a une part budgétaire aussi qui fait que il y a des choses qui pourraient être faites après. Nous, par exemple, le projet de la maison, là, vous l'avez vu, on est sous une canopée incroyable. Donc, c'est que la question du confort d'été, elle se pose même pas. Et en fait, en été, on est en pleine ombre. Il fait 6 degrés de moins que les 20 mètres précédents où vous êtes au milieu de la route, bitumé, et voilà. Et donc ça, après, c'est aussi une difficulté de s'accorder avec des calculs qui, des fois, vont être des calculs informatisés qui vont être parfois un peu stéréotypés. Et là, on a un environnement où, en fait, on n'a pas trop de doute que le confort solaire en hiver va être bien parce que les arbres perdant leurs feuilles, les chênes perdant leurs feuilles, la lumière rentre. Et en été, enfin, je veux dire, on a eu une discussion avec les clients et là, cet été, l'herbe était verte, mais incroyable, alors que partout ailleurs l'herbe est jaune, enfin cramé. Et en fait, c'est pas qu'ils arrosent, c'est juste que le climat est tel que. Donc voilà. Donc je pense que le rapport au site, et François en a parlé aussi, le rapport au site et la façon dont on s'oriente, dont on se place sur le site, fait qu'il y a certaines questions qu'on élude par des dispositifs qui sont plus de l'intervention architecturale plutôt qu'une solution technique et des fois coûteuse. Enfin, c'est vrai que les protections solaires extérieures, c'est souvent un gouffre financier et ça pose des questions de détail et d'entretien et de pérennité. Et voilà, on essaie de faire le plus passif en termes d'entretien possible et pas en termes de passif performance. D'abord, merci pour les interventions de ce soir. Ensuite, est-ce que les personnes qui l'ont évoqué pourraient revenir un peu plus en détail sur comment on arbitre entre le levage et le montage in situ, en particulier à la fois au niveau des coûts, mais aussi de l'impact environnemental, puisque la grue à pédale n'existe pas encore, ou n'existe plus selon mon point de vue. Et question bonus, si vous avez des petits tips pour convaincre un couvreur qu'il est possible de faire un échafaudage entre les arbres, puisque de notre côté, il y a des récalcitrants. Voilà, merci. C'est une question économique sur le levage et pratique aussi, c'est-à-dire on est à l'atelier, on construit nos bâtiments, enfin nos maisons à l'atelier, donc au sec, dans des conditions qu'on a créées pour nous. Voilà. Donc on est quand même plus efficace que sur un chantier, sur 4 tréteaux posés, voilà, sur ce qu'on trouve. Et du coup, ça nous fait gagner beaucoup de temps. Et le temps, c'est de l'argent. Et forcément, in fine, même quand on voyait ce deuxième projet avec une grosse grue, ça reste économiquement viable d'utiliser ce genre de... Voilà, alors c'est sûr que oui, c'est du diesel qui tourne au ralenti toute la journée, mais oui. Mais que tu retrouverais d'une certaine manière avec le nombre d'allers-retours des véhicules, parce qu'un montage in situ, sur notre projet, j'ose même pas imaginer combien de temps ça aurait pris. Il faudrait le comparer avec le déplacement de la main-d'œuvre. Mais c'est des choses qui rentrent en compte d'ailleurs dans les calculs. Mais il y a quand même des fois où c'est pas possible, quoi. Il n'y a pas de moyens techniques dans les alentours, voilà, ou trop de contraintes de fermeture de route sur des, voilà, j'imagine un peu des axes comme ça où c'est complexe, ce qui n'est pas encore notre cas, mais voilà, des fois c'est pas possible. Donc on se fait sur le chantier. Et sur le couvreur et l'échafaudage.
Bon, a priori, il n'y a pas de réponse pour le couvreur, désolé. Mais merci en tout cas à vous quatre. Merci aussi d'être venus si nombreux pour ce rendez-vous.